Bonjour, bonjour Madame Annick Suzer-Weiner. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis Chloé Morel, historienne, et donc je vais vous interviewer aujourd'hui sur votre parcours et votre action et vos engagements. Alors tout d'abord, voilà, vous êtes normalienne, professeure émérite de physique à l'Université d'Orsay. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de vos études scientifiques? Vous avez fait des études de physique, devenant spécialiste de physique nucléaire, moléculaire et optique, et vous avez intégré l'École normale supérieure en 1969. Vous êtes aussi agrégée de mathématiques. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être une pionnière en tant que femme en faisant ces études de sciences fondamentales? Alors, tout d'abord, quelques rectifications dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire, d'une part, mon université s'appelle maintenant Paris-Saclay, mais elle était Paris-Sud avant, hein. Orsay, c'est juste le siège avant et surtout le siège de la faculté des sciences. Voilà, hein, c'était juste, mais l'université depuis janvier, c'est Paris-Saclay et avant, c'était Paris-Sud. Voilà. Par ailleurs, je suis effectivement physicienne, chimie physique, mais pas physique nucléaire, hein, physique atomique et moléculaire, mais c'est pas physique nucléaire, donc je tiens à le préciser parce que mes collègues de physique nucléaire pourraient me trouver usurpatrice. Voilà. Euh, Sinon, mon parcours, effectivement, a été assez classique, hein. Enfin, je viens d'un lycée d'Annecy. De là, je suis allée en classe préparatoire au lycée du Parc à Lyon. Et de là, j'ai réussi, nous étions assez peu, mais de filles, hein, très peu, je crois qu'on était à peu près 2 sur 50. Hein, Mhm, et j'ai réussi donc le concours de l'École normale supérieure qui s'appelait Sèvres à l'époque, puisque mhm, c'était un concours séparé de celui des garçons, qui était à mhm, Ulm. Voilà. Et la jonction s'est faite après. Ceci dit, nous avions déjà beaucoup, beaucoup de cours communs, de relations privées et publiques entre mhm, Ulm et Sèvres. J'ai été intégrée sur le parcours de mathématiques, mais en fait, j'ai été attirée par les cours de physique. Donc, mhm, j'ai toujours été un peu borderline pour ça, c'est-à-dire à cheval sur physique et mathématiques. Et mhm, en physique, j'ai essentiellement suivi les cours de Cohen-Tanouji à Roche, etc., qui me mhm, plaisaient beaucoup. Et voilà, donc au point de vue agrégation, je suis revenue aux mathématiques mhm. parce que j'avais plus de facilité. Mais ensuite, pour la thèse, j'ai définitivement choisi la physique, voilà, et que D'accord. j'ai faite à l'Observatoire de Meudon avec Mhm. Evelyne Roueff, qui Très était bien. aussi une archicube. Voilà. Mhm. Et Donc, oui. au point de vue, oui, pour votre question de savoir si j'étais pionnière ou pas, évidemment, au niveau de la classe prépa, classe préparatoire, c'était clair, numériquement. Ensuite, du fait de la séparation de Ulm et Sèvres, on ne se sentait pas pionnière, on était dans le groupe, mais on était évidemment beaucoup moins nombreuses que nos collègues masculins. Euh, mais bon, euh, par la suite, je dois dire que je n'ai pas eu le sentiment de souffrir d'être une femme dans ma carrière, hein. Mhm. Je suis peut-être passée à côté de certaines choses, hein, mais je dirais plus par, euh, comme vous savez, autocensure qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités que je n'ai pas prises, que j'aurais peut-être prises si, dans un autre, enfin, si j'avais eu un autre genre, ou et puis il y avait des circonstances familiales, etc. Donc ça, oui, mais c'est pas, c'était presque moi-même qui prenais ces décisions, hein. Mhm. Voilà. D'accord, Donc j'ai effectivement refusé parfois d'accord. voilà. Aussi, Alors, j'ai souvent aussi constaté, ça je pense que je vous apprendrai rien, que, enfin j'ai des anecdotes très précises là-dessus, mais ça sans doute pas le lieu, que les femmes s'autocensurent beaucoup au niveau mhm, de accepter, c'est pas s'autocensure, c'est se responsabilise pour accepter ou pas des charges. mhm, C'est-à-dire que si elles sentent qu'elles ne vont pas bien le faire, elles vont le refuser, hein. Moi, ça m'est mhm, arrivé.
d'accord? d'accord. Alors que certains, je ne dis pas que les hommes ne font pas comme ça, mais plus souvent, on voit voilà, des Mmh. prises de responsabilité un peu ambitieuses qui ne sont pas forcément raisonnables. Hein. D'accord. Et nous mesurons peut-être mieux quand on le fait quoi. Voilà. D'accord. Alors, quel Il y a un souvenir élément avez-vous perturbateur. de vos années, quel souvenir avez-vous de vos années d'élève à l'école normale supérieure, la sociabilité, l'atmosphère, quel est le souvenir que vous avez de ces 4 années? Oh bah, c'est 4 années, enfin qui étaient 3 d'ailleurs, hein, puisqu'il y avait une année qui était déjà, on faisait déjà le DEA, avant l'agrég quoi, Mmh. hein. Donc D'accord. c'était 3 années plutôt à Oui. l'école, 2 années très gaies, hein, très gaies, très sympathiques. J'avoue que j'étais bien autant à Ulm qu'à Sèvres pour des raisons personnelles, d'accord? Je veux dire, on était vraiment, en particulier, j'étais dans un engagement politique qui était mixte, tout à fait mixte. Et donc, voilà, mais oui, une année, c'est clair qu'après Mmh. les classes prépa, ce sont des années très gaies, je dirais, D'accord, hein, et vous dites gaies, que vous intéressantes, oui? stimulantes, et je garde de très bons souvenirs de mes camarades. Et d'ailleurs, j'ai gardé des liens très étroits. Je pourrais dire que mes meilleurs amis sont des amis de cette époque. Ah, d'accord. Donc vous étiez déjà Voilà. engagé, dans des associations ou politiquement à cette époque-là? Oui, D'accord. oui, oui, tout Mmh. à fait. D'accord. Oui, oui, mais il y avait. Alors, oui, oui. Vous Oui, avez oui, oui. été, présidente de Pugwash France, il y a quelque temps? Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Oui. C'est ce que c'était après mon retour des États-Unis, hein, où j'ai Mmh. passé 4 ans à l'ambassade de France à Mmh. Washington comme conseillère scientifique. Et au retour, enfin, donc avant de partir, je faisais déjà partie il était présidé par Georges Parisot à l'époque, qui est décédé depuis, mais j'avais été invité, si je puis dire, par Gérard Toulouse, un physicien du laboratoire, je sais plus, non, c'était pas Kastler, c'était enfin de l'école normale. Et donc, il m'avait invité. Et puis, à mon retour de Washington, il y avait un besoin de renouvellement de présidence. Et donc, ils m'ont demandé de prendre cette charge, hein, en Mmh. 2013 ou 2014, je pense. Voilà. Et donc, D'accord. je suis restée là enfin, je suis restée présidente jusqu'en 2018, je pense. Et Mmh. puis, j'ai passé la main, parce qu'il faut renouveler, à un jeune collègue d'Orsay, Nicolas Delerue. Et je suis Ah oui, devenue vice-présidente et trésorière. Voilà. très Mais bien. on travaille tous ensemble. Mais Oui. Alors, pouvez-vous expliquer, l'objectif de Pugwash et pourquoi, à votre avis, c'est une action, très importante et votre action, dans cette association, dans ce mouvement? Alors, Pugwash, je pense, est importante. Elle a une histoire intéressante que je ne vais pas retracer là, hein, ça prendrait trop de temps, mais elle est venue de scientifiques, hein. C'est une initiative de scientifiques, pas que des physiciens d'ailleurs, hein, bonne majorité de physiciens, mais la France y était représentée par un biologiste, par exemple, hein. Mmh. Donc, ça a été créé en 1957 dans cette ville Pugwash, hein, qui a donné son étrange nom au mouvement, hein. C'est un mouvement international et qui est une prise de conscience des scientifiques de notre responsabilité sociétale. Donc, c'est quelque chose. Pugwash a joué un rôle important enfin, elle a eu d'ailleurs le prix Nobel en 1995, hein, donc dans toutes les années 60, 70, 80. Elle a beaucoup aidé à la signature ou enfin la promulgation d'un certain nombre de traités de non-prolifération, hein, des armes nucléaires, d'interdiction des essais nucléaires, enfin on les connaît bien en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce que Trump, l'un après l'autre, les dénonce, Ah oui, d'accord, et s'en oui, oui, retire. C'est pour ça oui. qu'on a la liste très présente à l'esprit en ce moment en demandant quel est le prochain. Mmh. Il y a 3 jours, ce sont les essais nucléaires qui risquent de reprendre, hein, avec des Oui. champignons dans le ciel. Mmh. Voilà. Donc, donc du coup, c'est vrai que
ce mouvement a joué un rôle très important. Il a changé, il était au début un mouvement assez secret, entre guillemets, c'est-à-dire discret, travaillant derrière le rideau, comme on dit, hein, Mhm. parlant à l'oreille des politiques, mais pas, Mhm. au grand public. Son fondateur, qui était Joseph Rotblat, après Russell, Joseph Rotblat, lui-même, qui était récipiendaire du prix Nobel, hein, a lui-même dit il faut maintenant s'adresser au public. Et effectivement, ça a été surtout après le prix Nobel, évidemment, ça donne une bonne visibilité. C'est maintenant, enfin, plus la tendance d'ouvrir les choses et de s'adresser à la société. Ah oui. Tout le monde n'est pas d'accord, hein. Il y a un courant Mhm. que j'appellerais canal historique chez Pugwash qui est pour le garder beaucoup plus discret. Mais nous n'avons plus, les choses ont évolué. Les gouvernants, enfin les politiques, n'écoutent plus de la même manière les scientifiques. On va dire qu'ils écoutent plus le public que Mhm. les scientifiques à cause des D'accord. réseaux sociaux, à cause de tout ça. Donc, personnellement, et c'est l'optique du groupe Pugwash France actuel, nous sommes plus pour nous adresser largement, tout en ayant un canal aussi fort que possible avec les politiques. Nous ne Mhm. sommes pas les seuls. Pour ce qui est de la France, il y a d'autres initiatives très, très actives. Et pour ce qui est de parler à politique, aux politiques, pardon, je citerai IDN, Initiative pour le désarmement nucléaire, qui a été Mhm. lancée par Paul Quillet, un ancien ministre, donc tout de suite ça donne un côté plus politique, Mhm. et qui est très très actif et qui a pu s'adjoindre beaucoup de jeunes très, très volontaires, très capables. Et donc nous travaillons vraiment la main dans la main avec IDN ainsi qu'avec le mouvement des médecins aussi pour le D'accord. désarmement nucléaire. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc c'est quelque chose, je dirais qu'actuellement, c'est plus nécessaire que jamais en raison de ce qui se passe outre-Atlantique et du fait aussi des changements sociaux euh, enfin des changements de méthode sociale et du risque qui semble ignoré par la jeune génération. C'est-à-dire que depuis la fin de la guerre froide, on n'a plus peur de l'arme nucléaire. Et je pense qu'on se trompe. On se trompe Oui, vraiment. oui, oui, D'accord. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc c'est très important cette action Et en aujourd'hui encore plus que particulier, je jamais. crois beaucoup au, ah ben oui, parce que toutes les menaces, toute tension, enfin, les tensions climatiques, les tensions sanitaires peuvent donner à la fois, vous voyez, ça peut faire fleurir le populisme, et le Hmm. populisme, avec des inconscients qui ont le doigt sur le bouton rouge, Oui. c'est extrêmement dangereux. Et c'est Mhm. quelque chose qui est plus soignable, si je puis dire, enfin, moins difficile à soigner à court terme que le changement climatique sur Oui. lequel il faut évidemment travailler. Mhm. Mais déjà, si on pouvait calmer ce risque, ça permettrait de travailler plus calmement sur le reste. Oui, oui, oui. Alors, vous avez aussi collaboré avec les Nations Unies, par exemple avec l'UNESCO pour le prix L'Oréal UNESCO récompensant les femmes scientifiques. Est-ce que vous pouvez parler de cette Voilà, collaboration avec l'UNESCO? tout à fait. Alors, cette collaboration, enfin, moi, je ne joue pas un rôle très important là-dedans, hein, mais je les connais très bien et puis aussi, je fréquente beaucoup L'Oréal qui soutient un programme pour les étudiants réfugiés que j'anime depuis 4 ans. Donc, cette collaboration a commencé quand j'étais vice-présidente pour les relations internationales de l'Université Paris-Sud, où ils ont fait appel à moi pour les jurys des bourses L'Oréal UNESCO pour les jeunes femmes. Vous savez que chaque pays, il y a pour ce programme, il y a la collaboration internationale au niveau des 5 grands prix, hein, pour les continentaux qui sont décernés chaque année, sauf cette année. Enfin, elle est Mhm. peut-être décernée d'ailleurs, mais enfin, disons que la cérémonie n'a pas eu lieu. Mhm. Mais par ailleurs, le programme est décliné dans chaque pays selon différentes règles, enfin, différents usages. J'ai d'ailleurs été invitée aussi à collaborer au programme UNESCO L'Oréal
des États-Unis. Et là, je peux vous dire, j'ai vu des choses très, très différentes de l'esprit français. Hein, Ah oui? Mmh. c'est-à-dire, c'était, oh là là, c'était les winners, les winners. Alors qu'en France, c'était on aide les jeunes femmes qui sont dans une phase Ah de oui, démarrage un peu difficile. C'était pas d'accord. du tout la même Mmh. sélection. Ah oui. Bon, ça c'est culturel. Mais donc j'ai participé à ces jurys plusieurs années. Mmh. Et par ailleurs, je suis invitée chaque année aux remises de prix L'Oréal UNESCO, aussi parce que j'ai fait partie de la commission scientifique, enfin, du comité scientifique de la Commission nationale française. D'accord? Je n'ai D'accord. pas fait vraiment, enfin, je n'ai jamais très bien compris comment ça marchait, mais je ne crois pas que j'étais dans la Commission nationale française. Par contre, j'étais dans le comité scientifique pendant plusieurs années et on a organisé justement des réunions, en particulier CNRS, Académie des sciences, pour montrer que l'UNESCO s'occupe également de sciences. Voilà. Ah oui. Et Oui, oui, oui. voilà. Très Et bien. j'ai été dans différents comités de l'UNESCO. Effectivement, il y a eu un comité éphémère qui s'appelait IBSP en anglais. Bon, c'était le comité pour les sciences de base qui a été, alors là, c'était pas France, hein, c'était international. Donc, j'ai fait partie effectivement du comité scientifique de cette commission. Malheureusement, ça n'a duré que 4-5 ans. À partir du moment où les États-Unis se sont retirés, le budget de l'UNESCO ne permettait plus de faire vivre cette commission, qui était censée non pas vivre pour elle-même, mais sélectionner des projets. Et il n'y avait plus de D'accord. budget. Voilà. D'accord. Donc, je Très pense qu'elle bien. existe. Mmh. Alors, vous avez aussi été chargé de mission auprès du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et aussi vous avez été, enfin, en particulier, en charge du soutien à l'accueil universitaire des étudiants réfugiés et également pour les collaborations universitaires avec Haïti. Pouvez-vous nous parler de cette action en faveur de la francophonie, des réfugiés et des pays qui ont le plus besoin de soutien comme Haïti? D'accord. Alors, c'est différent puisque pour ce qui est de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, à mon retour de Washington, j'ai, en tant que, bon, une année un peu de grâce et puis ensuite la retraite, depuis ce moment-là, je collabore bénévolement avec l'Agence universitaire de la francophonie. Hein, bon, j'ai fait différentes choses. Je ne parle que de la chose la plus durable. Enfin, j'ai en partie représenté l'AUF à Bruxelles pour un moment, enfin, au bureau pour l'Europe de l'Ouest, mais j'ai conservé de cette charge d'intérim un programme que j'avais lancé qui s'appelle le programme EMS, donc accueil et intégration de migrants dans l'enseignement supérieur. Donc, je viens de lancer hier le 5e appel à projet. Donc, mon rôle est, après avoir initié ce programme, c'est de collecter des fonds, puis de lancer un appel à projet et de gérer, enfin de sélectionner, avec un comité de pilotage bien entendu, composé de tous les contributeurs, les projets universitaires ou d'école qui nous paraissent tenir la route pour accepter, enfin pour préparer des étudiants réfugiés, demandeurs d'asile ou sous protection subsidiaire, enfin on n'est pas du tout, c'est pas que les réfugiés, à un parcours universitaire en français. Voilà. Donc ça commence par un an de cours FLE, comme on dit, français langue étrangère, parfois deux. On essaie que ce soit une seule année, mais il n'y a pas que le français, il y a aussi une préparation aux études, une orientation, on va même aussi à certains de dire que leur voie n'est pas à l'université et dans des formations professionnelles. Enfin, vous voyez, on essaie Mmh. vraiment d'orienter au mieux. Donc, ce projet qui, quand même, l'année dernière, je suis arrivée à lever à peu près 600 000 € pour ce projet, Mmh. avec une contribution très modeste de l'AUF, mais elle me contribue en me déléguant enfin, un support pour la gestion et les finances, donc ça c'est très, très appréciable. Donc on est arrivé à aider pas mal d'universités, une quarantaine, qui sont d'ailleurs, font partie d'un réseau, réseau migrant dans l'enseignement supérieur. Vous voyez, ça a beaucoup Mmh. aidé D'accord.
à générer ce mouvement d'ensemble entre les universités françaises. Voilà, donc ça, Oui. c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et ça doit continuer. Cette année, je viens de le lancer, donc c'est-à-dire que j'avais au moins 400 000 €. On va voir pour la suite. Mhm. Et on n'aide pas énormément financièrement chaque projet. Ce sont surtout les universités qui les financent, mais on les aide à se structurer et à la visibilité et à porter, à aller chercher d'autres fonds régionaux, locaux. Voilà. Donc ça, c'est une D'accord. chose. Mon travail sur Haïti n'est pas au nom de l'AUF. Il est fait pour la CPU, Conférence Ah des oui. présidents d'université, qui m'a chargé de gérer un budget que lui alloue chaque année, enfin jusqu'à maintenant, il faut qu'on le demande, hein, rien ne dit qu'on l'aura, c'est pas pérenne, hein, mais chaque année, pour l'instant, on l'a depuis le séisme de 2010. Donc la Mhm. CPU est en charge de gérer un budget et c'est moi qui opère ce budget, si vous voulez. Ah oui. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. On arrive vraiment à lancer des… Donc évidemment, j'ai une petite… euh, orientation scientifique sur ces budgets, puisque je pense que c'est là où il y a le plus de sciences et techniques, hein, le plus besoin d'aide, parce que les Haïtiens avaient un peu tendance à faire trop de cursus de droit, enfin, Mhm. de sciences sociales et humaines qui sont tout à fait nécessaires, mais il faut aussi autre chose à ce pays. Mhm. Donc, on a lancé un master de maths, un master de physique, et puis Ah maintenant oui. des filières courtes professionnelles, hein, en Mhm. gestion en particulier en province. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très satisfaisant, qui a beaucoup de mal avec les difficultés sociales, politiques et maintenant sanitaires, Oui. mais qu'à un cas, on y arrive. Mhm. On aide bien et ça se fait grâce, ça c'est important pour nous, grâce à des doctorants formés en France qui sont rentrés chez eux, hein. Ah Une d'accord. bonne poignée qui animent chacune de ces formations. Ce n'est pas du tout nous qui les animons, ce sont des Haïtiens jeunes, dynamiques, dévoués et nous venons en support. Voilà. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, ben merci beaucoup, Madame Annick Suzor-Weiner, pour toutes ces explications et analyses sur tous vos engagements multiples et très importants sur tous ces aspects. Merci et à Merci. bientôt. Au revoir. Merci Chloé. Au Alors, revoir.